120% News, la suite. Qui va vous convaincre? Nous sommes en direct jusqu'à 21h avec 4 personnalités, 4 points de vue, 90 secondes chrono pour convaincre avant de débattre. Ce soir, nous sommes avec le docteur Taureau. La suspension d'AstraZeneca, c'est peut-être le pire des scénarios, mais il n'y avait pas d'autre choix. Rafik Smati, chef d'entreprise, un sondage montre que les Français pensent qu'il y a trop de Roms, trop de musulmans, mais ça ne veut pas dire que la France soit raciste. Fatima Benomar se demande où sont les femmes après avoir regardé la liste des 318 personnalités proposées par un comité, le président de la République, pour donner de nouveaux noms aux rues et aux places. Enfin, Julie Graziani, éditorialiste, elle est effondrée après la cérémonie des Césars. S'il vous plaît, rendez-nous le cinéma, le vrai, et vite. On va commencer avec le docteur Taureau. AstraZeneca suspendu en France, le temps d'étudier des données. La France emboîte le pas de l'Allemagne, de l'Italie, l'Espagne suit. C'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui l'a annoncé cet après-midi. Vous avez raison de rappeler que plusieurs partenaires européens ont décidé de suspendre l'usage du vaccin AstraZeneca. Jusqu'à il y a quelques minutes, les autorités sanitaires allemandes. L'autorité européenne, l'EMA, rendra demain après-midi un avis sur le recours à ce vaccin. Et donc, sur la recommandation du ministre des Solidarités et de la Santé en lien avec les autorités sanitaires françaises, puisque ce sont des questions sanitaires, elles doivent être éclairées par ces autorités indépendantes. La décision qui a été prise, en conformité aussi avec notre politique européenne, c'est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca, en espérant la reprendre vite, si l'avis de l'EMA le permet. Et donc là aussi, nous avons un guide simple, être éclairé par la science et les autorités sanitaires compétentes, et le faire dans le cadre d'une stratégie européenne. Donc nous suspendons jusqu'à demain après-midi. Les explications du président de la République Emmanuel Macron, suspension d'AstraZeneca, c'est le pire des scénarios, mais il n'y a pas le choix. 90 secondes chrono pour le docteur Taureau, c'est parti. C'est vraiment une terrible nouvelle là, qui vient d'arriver par rapport à la vaccination. Il y avait 2 axes que se défendait le gouvernement. C'était 1, ne pas saturer les hôpitaux, et 2, vacciner rapidement. La vaccination, on voyait bien que ça pataugeait. Et là, quand ça arrive aujourd'hui, ça va être de pire encore. Les hôpitaux sont pleins. La déprogrammation est partie. Donc aujourd'hui, je vous le dis, je pense qu'il y aura un confinement ce week-end, puisque sinon, ça va être une catastrophe sanitaire. Sur ce vaccin, j'ai étudié la phase 1, 2 et 3, qui sont des phases préalables où, en aucun cas, étaient marqués des effets secondaires à ce type, qui sont des effets secondaires thromboemboliques par rapport à une diminution des plaquettes. C'est vrai qu'il y a eu un cas, j'ai regardé les cas là, au Danemark, dans tous ces pays qui ont été dit, c'est vrai que c'est des cas à peu près tous les mêmes. Mais il y en a 30 sur 5 millions. Pourtant, je pensais que ça allait rester à un pays. Non, ça a gagné tous les autres pays et chaque jour, il y en a un de plus puisqu'on est maintenant à 9 pays. Que fallait-il faire? En tant que médecin, je pense qu'il faut respecter la hiérarchie et quand il y a une possibilité d'une maladie sur une vaccination, il faut la dénoncer. Mais surtout, il faut que la réponse arrive très vite. Sur ces 30 cas, il faut absolument qu'on expertise ces 30 cas très rapidement et c'est le rôle de ce que va faire au niveau de l'Europe. Mais si l'Europe dit ça, est-ce que les autres pays vont suivre? C'est la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui. Parce que chacun est autonome de décider ce qu'il veut. Maintenant, je rappelle quand même que l'Angleterre a vacciné le plus avec AstraZeneca. Il n'y a eu aucun problème. Il y a eu plein de pays comme ça. C'est vrai que nous sommes dans une position, moi, en tant que médecin, je dis que c'est une catastrophe médicale par rapport à cette pandémie. Et on va perdre des mois parce qu'après, il faudra convaincre les gens de se faire vacciner avec AstraZeneca, quelle que soit la décision de l'Europe et de la France. Mais il n'y avait pas le choix, Rafik Smati. Mais si, il y avait le choix. Il y avait le choix du courage. Il y avait le choix du courage. Moi, je suis effondré ce soir par cette décision qui est tellement révélatrice de ce qu'est devenu l'Union européenne, avec ce principe de précaution que l'on brandit. Imaginez que le principe de précaution avait été brandi de cette façon-là lors des grands moments de l'histoire du monde, lors des grandes inventions. Jamais l'humain ne serait allé sur la Lune, jamais l'humain aurait osé traverser des océans, jamais Pasteur aurait inventé son vaccin. Nous sommes là dans le cas de figure suprême du principe de précaution qui
qui est érigée en religion absolue, sachant que, pardon, mais je crois que en termes de ratio, quand vous chopez le Covid-19, vous avez une chance sur 150 environ d'en mourir. Quand je vois le nombre de thromboses et les ratios, on est extrêmement loin. Donc le vrai principe de précaution, c'est de vacciner. Rafik, et y compris par l'Astra. Rafik, vous avez raison. Parce que quand on voit le nombre de personnes qui ont des maladies thromboemboliques, en France, il y en a de 50 000 à 100 000. Néanmoins, c'est comme ça. On l'a mis, c'est la loi. C'est un principe de précaution. Nous, médecins, on est obligé de l'appliquer. Mais c'est la rapidité de la réponse qui pourra mettre fin à tout. Le principe de précaution, si s'applique au bénéfice-risque. Le principe de précaution inscrit dans la Constitution, c'est pour une nouveauté et faire en sorte qu'elle ne soit pas nuisible. Là, le bénéfice-risque, il est en faveur du vaccin. Il est totalement... Ou alors, c'est le bénéfice-risque judiciaire. Non, mais alors là, on parle d'autre chose. Ah bah oui, mais c'est ça, le principe de précaution s'appuie sur une base, comme dit Rafik le disait. Ou alors, on interdit tout. On interdit le Doliprane, on interdit l'aspirine, on interdit tout. Mais non, mais attendez, en fait, moi, là, je ne sais même pas de quoi on parle. J'ai pas compris si Ludovic trouvait ça désolant ou trouvait qu'il fallait quand même le faire, l'arrêter. En fait, je n'ai même pas compris. Alors, Ludovic a mis tellement de principes de précaution dans son exposé que du coup, on ne sait même pas au fond si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. Il faut une réponse très rapide, pas plus de 24 à 48 heures, sinon c'est terminé. Mais ça, personne ne peut y croire. Mais sauf que si, vous faites une autopsie, il n'y a que 30 personnes, on peut faire des autopsies des 30 personnes, alors il n'y a pas 30 morts, mais sur ceux qui sont morts, et on trouve s'il n'y a pas quelque chose de génétique, quelque chose, et on donnera. Et nous, après, nous médecins, on pourra enfin convaincre les gens, parce que là, ce qui est délétère, c'est qu'à partir du moment où on a mis ça, c'est coupable. C'est en France, c'est comme ça. Et on va avoir un travail, nous généralistes, à faire pour reconvaincre les gens qui voulaient déjà pas se faire vacciner, et ça va être la galère. Non, maintenant, excusez-moi, il y a des médecins, il y a une autorité sanitaire, okay, comme dans tous les domaines. Nous respectons cela en tant que médecin. Ouais, vous êtes en train d'ouvrir le parapluie, docteur Taureau. Non, c'est pas... Alors, je vais vous dire autre chose. Alors, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Si dans un de mes patients, il y en a un qui fait n'importe quoi, d'accord, un anévrisme ou quelque chose par rapport à ça, je serai... Et là, on parle en effet d'un problème judiciaire attaqué. Mais vous prescrivez toute l'année. Vous prescrivez toute l'année. Il y a 10 000 morts par an. Il y a 10 000 morts par an à cause des effets secondaires des médicaments, des interactions médicamenteuses, dont 5 000 qui pourraient être évitées. Et puis, il a ses primes d'assurance à payer. Elles sont en constante augmentation tous les ans. Mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas le dossier de ces gens. Le problème, le travail que va avoir l'Europe, c'est me ramener ces trucs et faire un rapport entre le vaccin et la mort ou le décès de la personne. Et ça, je ne l'ai pas. Et quand je l'aurai, je pourrais me prononcer. Mais aujourd'hui, qui peut se prononcer médicalement? Vous, personne ne peut le dire, parce qu'on n'a pas ces dossiers. Donc on ouvre le parapluie, on est bien d'accord. C'est ma médecine, je ne vais pas vous donner quelque chose. Judiciarisé et qu'il faut faire avec, c'est facile de dire. C'est un désastre, il n'y a pas le choix. Prenons des décisions courageuses. Mais si c'est pour se retrouver en pleine commission rogatoire, ensuite on fait quoi? Je pense effectivement qu'on est dans une situation un peu particulière. La semaine dernière, j'étais sur ce même plateau et quand M. Alain Duhamel a dit d'une manière affirmative il faudrait imposer le vaccin aux soignants, j'avais exprimé mon scepticisme en disant attention, c'est quelque chose qui met des pièces dans la machine à promotion des thèses complotistes, d'asséner des tirades qui peuvent être démenties dans le débat public une semaine après. Et je lui avais dit, vous allez voir peut-être que dans quelques semaines, dans quelques mois, il va se passer quelque chose qui va discréditer notre parole publique ici ensemble de fait de nos affirmations. Et alors je ne savais pas que ça allait arriver aussi vite. Une semaine après avoir affirmé sur ce plateau qu'il faudrait donner des vaccins de force aux corps soignants, on se retrouve à avoir cette polémique. Donc, malheureusement, on est le jeu de ce débat qui va forcément à chaque fois être médiatisé dans un contexte où il y a toujours eu de la confusion. Dans l'affaire des masques, il y avait de la confusion. Et les espèces de tirades, là aussi très affirmatives, vont rester dans l'histoire. Sibeth Ndiaye qui éclate de rire sur un plateau en disant « Mais bien sûr qu'on n'a pas besoin de masques », ça va rester. Et peut-être que la tirade d'Alain Duhamel il y a une semaine, ça va rester. Donc la seule chose qu'il faut faire, effectivement, c'est de donner des informations, effectivement, quantifiées sur la base d'enquête aux personnes. Parce que vous y allez de votre tirade, qui est parfois un peu tiré par les cheveux sur certaines comparaisons, mais dans une semaine, qu'est-ce qui vous dit que les résultats de cette enquête ne vont pas donner... Je vais vous dire quelque chose. Si des fois, aujourd'hui, allez, les médecins, on vaccine. Mais les gens ne vont pas venir aujourd'hui parce que c'est déjà parti dans les autres pays. Aujourd'hui, les gens, qu'on les fait en France ou pas en France, le déni est là. L'Allemagne l'a fait, tous les pays européens l'ont fait, l'Italie l'a fait. Si nous n'arrivons pas à faire le contraire, convaincre ces gens
que ces 30 personnes n'ont rien à voir avec leur pathologie. Oui, mais c'est pas comme ça que les choses doivent se passer, docteur. Ah bah c'est comment? Non mais je vais vous le dire. Il y a si dans quelques jours, il est avéré que ce vaccin est un poison. J'emploie volontairement des mots forts. Évidemment, ce jour-là, il faut l'interdire. Sauf qu'en attendant, ce n'est pas prouvé. Et en attendant, alors acceptons. Moi, au principe de précaution, je préfère un autre principe qui est le principe de liberté. Alors moi, dans ce cas-là, si un risque il y a pendant 24 heures qu'il faut dissiper, alors donnons la possibilité à tous ceux qui le souhaitent, à tous ceux qui désirent prendre ce risque, si tant est que c'est un risque, de le prendre. Alors, il y a le principe, ouvrons la liberté. il y a le principe aussi d'efficacité. Moi, je suis au quotidien parce que je vaccine depuis. Oui, mais là, vous avez rompu la confiance. Non, j'ai rien rompu du tout. Non, mais pas vous. Je pense que ce qui rompt la confiance, c'est cette espèce de je connais ce que me disent les gens. Si les gens que je vaccine, que depuis 2 semaines, d'accord, et qu'ils ont vu tous les autres pays, y compris l'Allemagne, bloquer ça, je sais ce qu'ils vont me dire. Ça a déjà commencé avant que la France ne bloque ça. On a eu moins 30% de rendez-vous. Le travail à faire aujourd'hui, c'est convaincre rapidement ces gens que ce vaccin est efficace et qu'il faut se faire vacciner. Si on ne fait rien, les gens vont encore accroître leurs suspicions. Prouvons-leur médicalement, et l'Europe est capable de le faire, que ce vaccin est inoffensif et surtout nous sortira de cette pandémie. Oui, mais là, ça fait un petit peu peur, Ludovic, parce que vous êtes en train de nous donner le but à atteindre. Il faut convaincre les gens que le vaccin est efficace, alors même qu'on n'a pas encore démontré qu'il l'était ou qu'il n'était pas nocif. Ah si, non. Et que c'est un vaccin qui est en perte de vie. Enfin, il pose que des problèmes, ce vaccin. 14 millions de personnes vaccinées en Grande-Bretagne. Et d'ailleurs, je me rappelle de vous sur ce plateau il y a 3 semaines, Ludovic, vous disiez AstraZeneca, pas pour moi. C'était bien le titre de votre chronique à l'époque où je me trompe. Alors je vous rappelle. C'est un vaccin alors, je vous rappelle qui a été... On a dit qu'il était suffisamment efficace, pas efficace. Il y avait Pfizer, Julie, il y avait Pfizer ou AstraZeneca. Il était certain que les soignants, ils devaient avoir Pfizer parce qu'on sait très bien qu'il y a une protection qui est plus forte et qui est plus active sur les variants. Le truc, pas pour moi, c'est pas pour les soignants. C'est ça que je voulais dire parce que nous sommes les gens confrontés le plus. Maintenant, je vous le dis encore une fois. Pourtant, vous le savez bien que je ne suis pas fortement proche d'Emmanuel Macron, dit son ministre de la Santé. S'il n'avait pas pris cette décision, de facto, les gens qui seraient venus à mon cabinet, et je l'ai vu avant qu'il prenne sa décision, ne seraient pas venus encore moins. Faisons le contraire, faisons de l'éducation. Arrivons rapidement à convaincre les gens que tout ça, c'est de la bêtise, et c'est le rôle de l'Europe, et j'espère qu'elle le fera pour une fois, parce que jusqu'à présent, chaque pays européen fait ce qu'il veut. Allez hop, il y en a un qui ferme, l'autre qui ferme pas, l'autre c'est une région. Et là, ils vont me dire qu'ils vont se réunir pour sortir un truc. Bah, je l'espère. Sinon, on va prendre, je vous le dis franchement, une claque au niveau de cette pandémie qui va, donc, hélas... Il faudra un communiqué de l'Agence européenne du médicament. Rapide. À chaque fois qu'il y aura un décès dans la phase de vaccination. Parce que au moment, attendez, Ludovic Toro, docteur Toro, au moment où les vaccins Pfizer et Moderna sont arrivés, ARN messager, tout le monde dit non, surtout pas, parce que ça va modifier mon ADN, on veut les vaccins classiques. Arrivent les vaccins classiques avec leurs effets secondaires inhérents. À chaque vaccin, il y a toujours eu des effets secondaires. C'est marqué dans les effets secondaires qu'on ne lit jamais à l'intérieur des boîtes. Pourquoi il y a eu cette suspension? Je vais vous répondre. Moderna, la trouille judiciaire. Pfizer et Moderna n'ont pas eu d'effets secondaires à ce type. D'accord, c'est clair. Alors que c'était celui qu'on avait le plus peur parce qu'on ne le connaissait pas. Celui-là, on a. Ce que je vous dis, si on ne fait rien, les gens ne verront plus se faire vacciner. Et c'est ça qu'on veut qu'ils viennent se faire vacciner. Donc mettons tous aussi bien... Qui viennent se faire vacciner avec le meilleur vaccin possible. Là, vous raisonnez comme si avec AstraZeneca... Même le Janssen qui arrive avec qui n'a pas de rappel, ils sont jamais parfaits. Que le meilleur gagne. Prenons bénéfice-risque. Prenons par exemple les avantages et les inconvénients d'AstraZeneca par rapport aux autres. Avantage, il est moins cher. Avantage, il se conserve mieux. C'est un gros avantage pour une diffusion globale. Il n'est pas efficace contre le variant sud-africain et brésilien de ce qu'il dirait. Inconvénient, il y a eu des cas de thrombose qu'il n'y a pas eu avec les autres. Julie, vous avez raison. Et d'ailleurs, on pourrait les chercher. C'est pas le problème. Mais les Italiens ont déjà signé un contrat pour Sputnik. Ça serait peut-être aussi qu'on bouge un tout petit peu dans les vaccins et qu'on arrête de se dire qu'on va faire juste du verre pour emballer tout ça, d'accord? Ça serait une bonne chose. Bon, on va voir ce que vous avez pensé de la prise de position du docteur Toro. Ça va être cher. Rafik Smati, alors, pas le choix. AstraZeneca, soit on l'autorise et on attend des études, soit on l'interdit. Mais cet entre-deux, c'est lui qui va casser la confiance et je ne vois pas de comment on pourra revenir sur cette confiance. Donc non, je ne suis pas convaincu. Pas convaincu par la prise de position du docteur Toro Rouge pour Rafik Smati. Julie Graziani. Alors, pas le choix, oui, mais un désastre, non. Ça fait partie de la mise en concurrence naturelle dans un univers où on a lancé plusieurs vaccins en même temps, que l'un de ces vaccins perde de la course et prenne du retard sur ses concurrents, qui sont jugés à tort ou à raison peut-être, mais il y a quand même des éléments objectifs, plus performants ou plus rassurants. Ouais, mais ce qui est pire, Fatima c'est le darwinisme des vaccins. Je vous en prie.
Plutôt convaincu, si j'ai bien entendu. En fait, vous aviez raison, il y avait une telle ambiguïté dans sa première position que je suis donc d'accord avec certaines parties que j'ai réussi à distinguer dans votre intervention, qui était celle de ne plus communiquer que sur des enquêtes vérifiées, si on veut gagner la confiance et arrêter de faire de ce sujet particulier de la pandémie qui est meurtrier le quand vert même, pour Fatima un Bennomar. sujet à polémique de débat où on prend des positions tranchées. Je veux conclure. Impossible. 20 secondes. 20 secondes. Je vous promets que si rapidement l'Europe et toutes les structures disent que ça, il n'y a aucun lien, ça repartira. Si on n'avait pas fait ça, je vous assure que nous, on aurait un boulot à faire pour convaincre les gens qui serait énorme. Déjà, c'était pas facile sur l'AstraZeneca, mais si on avait fait genre, tout va bien, je connais les Français. Comme vous rappelez-vous, on était parti à 30 ou 40% de volontaires. On est à 60, ça va être du boulot, mais il faut qu'on se dépêche, il y a une course aujourd'hui. Passons à Fatima Bennomar, cofondatrice de l'association Les Effrontés. Le président de la République, vous avez suivi ça la semaine dernière, il a proposé 318 noms de personnalités. De personnalités qui sont soumis aux maires, aux conseils municipaux, et dans ces 318 noms, ils vont y piocher, débattre, et ensuite les noms choisis figureront sur des plaques, noms de rue ou places publiques. Le but, c'est de faire en sorte que les noms sur les plaques ressemblent à la société. Bref, on propose des personnes de la diversité, comme on dit. Sauf que c'est 79% d'hommes, 21% de femmes. Fatima Bennomar, où sont les femmes dans cette liste? Elles sont encore mises de côté. Faisons la place aux femmes. 90 secondes pour convaincre. Effectivement, comme quoi il y a toujours des biais, même quand on veut essayer de penser la société dans sa globalité. Donc la première chose à dire, c'est qu'il faut effectivement arrêter d'écrire l'histoire au masculin. Les femmes, elles ont été écartées de la politique, elles ont été écartées de la citoyenneté. En 1848, on a osé appeler ça le suffrage universel, quand c'était le suffrage masculin, ce qui les a jamais empêchées de faire de la politique et de se comporter en citoyennes. Pendant la Révolution, elles faisaient les clubs des femmes, elles faisaient des journaux de femmes, et tout au long de l'histoire, elles ont fait de la politique malgré la loi, ce qui leur donne un certain double mérite pour qu'on s'en souvienne. Et par rapport à cette liste des diversités, on peut se souvenir de tellement de femmes noires qui pouvaient figurer dans cette liste. Claire, la grande marronne en Guyane, les marrons, ce sont les personnes, les esclaves fugitifs qui allaient créer des communautés de fugitifs pour s'extraire de leurs maîtres. Elle a mené la guerre contre le pouvoir colonial esclavagiste, elle a été assassinée avec son compagnon devant leurs enfants. On aurait pu penser à la mulâtresse Solitude qui a lutté en Guadeloupe contre le rétablissement de l'esclavage, qui a été arrêtée enceinte et tuée à l'âge de 30 ans après son accouchement parce qu'il fallait récupérer le bébé qui allait être un futur esclave. On aurait pu penser à Queen Nanny, guerrière jamaïcaine qui a créé une communauté de marronnes, là aussi. Et si j'ai cité ces exemples, c'est qu'il y a souvent un cliché comme quoi, autre temps, autre mœurs, avant tout le monde acceptait que les femmes ne soient pas citoyennes, que les Noirs ne soient pas citoyens. Eh ben non, il y a toujours eu des femmes qui disaient mais jamais de la vie, qui se sont organisées politiquement contre ça. Et il y a eu des femmes noires qui se sont aussi organisées politiquement. Elles avaient des doubles peines, parfois elles ont payé de leur vie. On doit doublement s'en souvenir. Julie Graziani. Non, mais c'est la démonstration que finalement ça ne satisfait jamais. Voilà, on a eu une commission qui a fait un travail gigantesque sous la présidence de Pascal Blanchard, qui est un historien reconnu, dont on ne peut pas mettre en doute l'attachement au thème de la diversité. Et au terme de ce travail titanesque, il a revu des centaines et des centaines, des milliers de fiches, il a été creuser la biographie de tout un tas de personnes, il a débusqué des pépites d'ailleurs, des gens dont on n'avait aucune idée de leur mérite ou de ce qu'ils avaient pu faire pour la France. Enfin, un boulot formidable, il n'y a pas d'autre mot. Eh ben non, encore une fois, ça ne convient pas, il n'y a pas assez de femmes, on se met à compter les femmes, il n'y a pas assez de ceci. C'est juste un biais. D'ailleurs, vous avez compté les femmes blanches, je ne sais pas pourquoi, il y en a trop, il n'y en a pas assez. Enfin, donc on redistingue à l'intérieur des catégories en fonction de la couleur de peau. Il fallait juste penser la parité. En fait, on a toujours des biais auxquels on ne pense pas. Franchement, Fatima, qu'est-ce qui pourrait vous satisfaire en fait? Autant de femmes que d'hommes, et beaucoup de femmes se sont beaucoup battues, même quand elles étaient décitoyennisées à double titre, ou bien parce qu'elles étaient femmes, mais ou bien elles avaient des statuts d'indigénat, où elles étaient noires, elles étaient esclaves, etc. Juste qu'on s'en souvienne. Pourquoi on s'en souvient, en fait. On n'a pas forcément besoin de les mettre sur des places publiques aussi pour s'en souvenir. Il y a plein de manières de s'en souvenir. Ce que vous avez fait, c'est formidable à la télé. Vous nous avez donné le destin de tout un tas de femmes que je connaissais pas. Moi, je suis contente de les découvrir. Bon, il n'y a pas que des noms sur des places publiques. Elles ont été oubliées, effacées. Et du moment qu'on est parti, comme vous dites, il y a un travail extraordinaire. On est en train de mettre de l'initiative, du budget, etc. Et pourquoi se réveiller le matin en disant ah bah zut, il n'y a que 21% de femmes, on parle de la moitié de l'humanité. Eh ben, c'est pas très grave. La prochaine fois, ça sera peut-être dans le sens contraire. Ça n'a pas encore été fait, les noms n'ont pas été rebaptisés, donc on peut encore le faire. Et rassurez-moi, si on met 50% de femmes, vous n'allez pas recompter à l'intérieur en redistinguant par rapport à la couleur de peau, les nuances de couleur de peau, parce que là, on s'en sort plus. Rafik Smati.
Il y a 3 ou 4 destins très intéressants et admirables que vous nous avez présentés ici. Il y en a des dizaines. Non, mais dans ce que vous nous avez présenté. Et évidemment, si certaines collectivités locales, je rappelle que c'est de elles que cela ressort, ont envie de s'approprier ces noms, qu'elles le fassent. Mais je crois qu'il y a un biais majeur dans votre raisonnement. C'est que vous raisonnez de manière statique. Quelle est aujourd'hui la personnalité qui a donné le plus son nom à des rues dans notre pays? C'est qui? C'est Charles de Gaulle. Combien il y avait de places et de rues Charles de Gaulle dans notre pays il y a 50 ans? Il n'y en avait pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que Charles de Gaulle, à peu de choses près, était encore vivant. Donc, il n'y avait pas de rue de place Charles de Gaulle il y a 50 ans, il y en a aujourd'hui et il est en tête du classement. Ce qui montre bien que nous sommes dans une logique de dynamique. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors oui, les femmes n'ont pas eu dans notre histoire la place qu'elle méritait. C'est vrai. Mais tout cela est en train de changer. Et vous allez voir dans les années qui viennent, dans les dizaines d'années qui viennent, vous allez avoir des centaines de rues qui vont porter le nom de Simone Veil et d'autres. Spontanément. C'est pas vrai. Il n'y a pas une pente naturelle. Mais parce que les femmes aujourd'hui sont en train d'occuper l'espace qui leur revient dans la vie de la société. Monsieur, et c'est très bien. Et vous aurez des noms de rues, Simone Veil ou Simone de Beauvoir ou plein d'autres dans les années qui viennent. Il suffit d'étudier l'histoire des femmes. Moment de la Révolution française, une énorme progression dans les droits. Juste après le Code civil napoléonien, elles ont un statut de mineur, elles ont énormément de régression de leurs droits. C'est pas vrai que l'histoire des femmes est linéaire. L'histoire des femmes a toujours fait ça et ça. Et il y a même des moments médiévaux où elles avaient une place beaucoup plus supérieure, et notamment en tant que citoyennes. Donc c'est pas vrai qu'il faut juste attendre l'élan naturel de l'histoire. Il faut être actrice et acteur. Elles se sont battues. Si ça se trouve, on n'aurait jamais eu le droit de vote s'il n'y avait pas eu les femmes suffragettes qui s'organisaient de manière mais là, vous mélangez deux sujets différents, madame. Vous mélangez deux sujets. Alors, puisqu'on a un maire, est-ce que vous allez piocher dans cette liste et faire davantage de place aux femmes? Mais c'est quoi cette histoire? Ils ont pas c'est ce qu'on vous dit, on vous donne une liste de 318 noms. Sérieusement, monsieur le maire. Oui, non, mais monsieur le maire de rien. Ils vont pas me dire ce que j'ai à mettre dans mes rues. Moi, mon histoire de ma ville, je la connais. Mais c'est quoi cette histoire? On est à un point où on va m'envoyer Ludovic Toro. Ça serait bien que vous mettiez le nom de Julie Graziani ou de Rafik. C'est une blague ou quoi? Non, mais sérieusement. De femmes, là, c'est ce que vous demandez. Mais des femmes, j'ai des femmes superbes chez moi. J'ai des femmes qui s'occupent d'Horizon Cancer. Et dès que je peux, je mettrai une truc. Qui sont ces gens qui vont décider pour moi, pour ma ville, avec son histoire? On va commencer à maintenant tout le monde en haut. Et c'est pas les maires vont décider ce qu'ils veulent faire. Ils n'ont pas besoin de gens pour leur dire qui est bien et qui est pas bien, parce qu'il y a une histoire locale dans chaque ville. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. En effet, il y a beaucoup trop de noms d'hommes, mais ça a été un peu notre société qui a été comme ça. Et peu à peu. Non, elles ont toujours été super actrices. Elles s'engageaient à contre-courant. J'ai pas dit que les femmes n'étaient pas. Je dis que c'était les hommes qui décidaient de visser les plaques. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. J'ai pas dit que les femmes n'étaient pas présentes. J'ai dit que c'est l'homme qui vissait. Rafik a raison. On va augmenter peu à peu parce que c'est aussi votre travail et le travail à chacun. Mais lors de question que quelqu'un d'autre, que mon conseil municipal et que ma ville et mes citoyens me disent quel nom je mettrais sur une plaque. C'est une blague. D'accord pour. Et puis bientôt ils vont me dire qu'est-ce que je dois manger. Pardon. Je suis désolée pour vous, c'est spontané. À Paris, par exemple, il n'y a que 12% de nombre de femmes. Donc, à un moment, il faut bien, je suis désolée, mais mettre le pied dans la porte. Attendez, madame, j'ai pas besoin qu'on me dise. Des femmes célèbres, j'en ai plein dans ma ville, d'accord, qui gèrent des associations et qui sont superbes. Et dans votre ville, il y a combien de noms de femmes? J'ai pas fait le calcul, je vous dis que je les change pas au fur et à mesure. J'en ai aucune idée. Ce que je veux vous dire par là, c'est que j'ai pas besoin de quelqu'un qui me dise comment je dois changer mes rues. D'accord, mais c'est très bien, vous allez le faire spontanément, mais je vous attends, il n'y a pas de problème. Mais moi je le ferai spontanément parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui connaît pas ma ville qui me dira qu'est-ce que je mets sur les murs. Je connais l'histoire de ma ville. Voilà, il y a des gens qui sont morts dans cette ville, il y a des gens qui travaillent dans cette ville et c'est ces noms-là que je mettrai. Vous allez porter une attention un peu plus particulière. Mais attendez. Non, mais c'est ça l'idée. C'est le cours de l'histoire. C'est le cours de l'histoire. Bien évidemment. Mais personne ne fait. Il y a un seul qui l'écrive. Je suis désolée, qui connaît par exemple aujourd'hui Elisabeth de Grammont? Il y a tellement de noms qui sont inconnus. Cette femme qui a rencontré Nathalie, dont elle est amoureuse, et elles ont écrit de leur côté un contrat de mariage symbolique des années, des décennies avant le mariage pour tous. Qui connaît Pauline Léon, Désiré Gay, Eugénie Niboé, Jeanne de Rouen. Je cite exprès les noms de femmes révolutionnaires qui étaient venues des milieux populaires. La dernière était Lingère. Elle s'est présentée comme candidate en législative en 1849. Elle a perdu, bien sûr, parce qu'elle n'avait pas le droit de... elle a défié son époque et elle s'est présentée. Je vais vous poser une question. Est-ce que tout simplement... Vous êtes une démocrate? Bien sûr. Eh bien, quand on est démocrate, on accepte que la décision... que quand il y a des décisions politiques à prendre, elles soient prises au plus proche du terrain. Ce n'est pas à vous ni moi de décider quels vont être le nom des rues de la ville du docteur Toro. Vous connaissez Michel Giacomini? Mais parce que ce sont des citoyens. Vous connaissez Michel Giacomini? Je suis heureuse que vous l'appreniez. Vous connaissez Michel Giacomini? Bien sûr, mais je vais... C'est une dame qui, depuis 30 ans, a fait une association contre le cancer dans ma ville, qui tous les jours était du matin au soir, et qui aura sa vie. Et c'est pas mais pourquoi vous faites diversion? Là, je fais pas une diversion, c'est une femme que je mettrai. Et c'est pas les autres qui me diront ce que je mettrai sur ma ville. Le maire était élu, d'accord, c'est lui qui choisit sa politique. Et bientôt on va me dire quoi?
C'est les autres que je fasse. Alors, fin de la discussion, s'il vous plaît. Avec ce genre de susceptibilité dans 10 Mais ans, je ne dans suis 20 pas ans, en 30 ans, susceptible. on y Vous sera ne au même connaissez point. pas ma ville. Vous ne savez pas. Non, mais ce que je travaille au finalement, vous dites quotidien. un peu la même chose. Non, mais vous dites la même chose, Non, c'est-à-dire que, mais bien sûr, c'est-à-dire que ce que vous voulez, vous, c'est pas qu'on vous donne une liste. Bien voilà. sûr. Non, mais Et- j'ai cité aussi une Bien sûr. liste Non, mais pour ce que les dit le faire docteur, connaître, c'est mais que le jour où il faudra faire dans sa ville une place à une femme, il le fera au regard du mérite qu'elle a eu dans sa propre ville. Et pas forcément parce qu'on lui aura... Il y a des hommages à des personnes qui ne sont pas forcément de la ville. Sinon, Alors, ça veut fin de dire la que discussion, Charles de Gaulle attendez. serait né dans toutes Fin de la les villes. discussion. Pour moi, l'important, c'est pas ce qu'il a. Je vois, moi, localement, il y a des gens qui se lèvent à 6 ans, sont pas plus importants. Et mon problème, c'est pas ceux qui ont brillé. Il y en a qui brillent Ça, pas. je suis Et que d'accord je vais avec faire vous, briller et par c'est une pour plaque, ça que je d'accord? n'ai cité que des femmes Alors, qui fin de la viennent du milieu discussion, populaire. on va regarder ce que vous avez pensé de la prise de position et elle a provoqué le débat de Fatima Benomar. Nom de rue, place aux femmes, convaincu, Rafik Mati. Non, parce que c'est une boîte de Pandore que l'on ouvre et on sait où ça commence, mais on ne sait pas où ça va finir. Julie Graziani. Oui, alors Fatima, écrire un contrat de mariage symbolique, c'est sympathique, mais enfin, c'est pas non plus écrire la légende des siècles, hein, vous voyez, en termes de réalisation. Ludovic, Pascal Blanchard disait que beaucoup de mères, en fait, ne savaient pas où trouver les noms et que ça leur permettait d'avoir un vivier aussi dans lequel piocher, parce que de même, ils n'avaient pas beaucoup d'idées. Donc, on se retrouve avec Martin Luther King dans le collège, dans la rue, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Sur le fond, non. C'est un carton rouge, mais comme je suis caractérisée par l'humilité et la modestie, si Ludovic veut m'offrir une plaque à son nom, je la propose à Fatima. Et juste comme j'aime pas l'invisibilisation, si je connais tous ces noms, c'est grâce à Françoise Vergès et à Mathilde Larère, dont je lis beaucoup les bouquins en tant qu'historienne, et qui m'apprennent des noms que je ne connaissais pas. Alors, Ludovic Toro, place aux femmes. Oui. Et alors, si Julie met un verre à chaque fois, elle aura sa plaque dans ma ville. Maintenant, je vais vous dire place à sa femme. Mais c'est pas quelqu'un d'autre qui ira dire au conseil municipal de Courron ce qu'on mettra. C'est clair et On compte net. sur vous, on verra. Vous pouvez. Dans un instant, on va s'intéresser avec Rafik Mati au sondage choc publié par le JDD sur le racisme. Des Français qui estiment qu'il y a trop de Roms, trop de musulmans, trop de Maghrébins, mais les Français ne sont pas pour autant racistes. Ça sera la pièce d'opposition. En attendant, Fatima Benomar, favoriser les femmes, la place des femmes dans l'histoire, féminiser les noms de rue, c'est un non à 65%. C'est juste un instantané. C'est l'histoire des femmes, on continue. Sur Twitter. Allez, à tout de suite pour la suite de Qui va vous convaincre. Qui va vous convaincre? La suite, nous sommes en direct jusqu'à 21h. Le docteur Toro qui est avec nous, médecin et maire de Coubron, Rafik Mati, chef d'entreprise, Fatima Benomar, fondatrice de l'association Les Effrontés, et l'éditorialiste Julie Graziani. On va passer la parole à Rafik Mati avec ce sondage choc publié hier par le JDD, sondage IFOP pour l'Union des étudiants juifs de France et SOS Racisme. Avec cette question, pour chaque catégorie de personnes, trouvez-vous qu'elles sont trop nombreuses en France? Oui, c'est la question qui a été posée. Les Roms, 50%, les musulmans, 43%. Moins 8, les Maghrébins 43, moins 8, les étrangers en général 40%, les Noirs ça commence à aller mieux 23%, moins 13 les Juifs, moins 8 les Asiatiques, les Catholiques, les Protestants. Sondage qui a provoqué beaucoup de débats, mais ne dites pas pour autant que les Français sont racistes. 90 secondes chrono pour convaincre. Rafik Mati, c'est parti. Des racistes, il y en a partout. Il y a des racistes parmi les boulangers, parmi les banquiers, parmi les agriculteurs, parmi les policiers. Vous avez des racistes dans les beaux quartiers de la capitale comme dans les quartiers populaires. Mais une chose est certaine, ce racisme-là, d'où qu'il vienne et de quelque communauté qu'il émane, doit être puni parce que c'est une atteinte même à la dignité humaine. En revanche, je n'accepte pas que l'on puisse dire que la France est un pays raciste. Voyez-vous, je suis né en Algérie, je m'appelle Rafik Mati, mes parents sont venus en France alors que j'avais 2 ans, et je peux vous confirmer, pour l'avoir vécu et pour l'avoir expérimenté, que la France n'est pas un pays raciste. Alors, évidemment, j'ai vécu dans l'école de la République qui m'a ouvert grand ses portes. La France m'a permis de m'accomplir en tant qu'entrepreneur. J'ai créé une entreprise, des entreprises, j'ai créé des emplois, j'ai réussi. Et quelque part, je suis le pur produit de la méritocratie républicaine. Alors vous pourriez me dire que je ne suis pas forcément à l'image de tout le monde. Vous pourriez me dire, et vous auriez raison, que certains jeunes des banlieues, par exemple, sont plus assujettis au chômage que d'autres. Mais ce n'est pas du racisme. Ou alors si c'est du racisme, ce n'est pas un racisme ethnique. C'est un racisme social, parce qu'en France, le fait est qu'il y a un problème d'ascenseur culturel qui est aujourd'hui en panne. Les jeunes de banlieue, que je connais bien, sont confrontés de plein fouet par ce racisme culturel. Donc le vrai problème de la France aujourd'hui, ce n'est pas le racisme, c'est le manque d'avenir, c'est la panne d'avenir.
Allons-y, Fatima Benomar. D'abord, je suis un peu dérangée par le côté un peu intemporel de la formulation. Genre, est-ce que la France est raciste? Est-ce que les Français sont racistes? Je pense qu'il y a des moments où le taux de racisme monte et descend. Qui aurait pu penser qu'au début du quinquennat de François Hollande, les Français étaient majoritairement pour le droit de vote des étrangers? Et aujourd'hui, je pense que si on faisait le même sondage, je pense que ça a régressé. Donc ça, c'est pour le côté intemporel. Et puis, par rapport à la thèse que le racisme et le sexisme, en fait, sont des sujets un peu sociétaux et en fait que la mère des dominations, c'est celle de la classe. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, notamment dans mon environnement, qui était plutôt les organisations de gauche et progressistes, qui dénigraient parfois les féministes et les antiracistes en disant « mais non, mais ça, c'est des sujets un peu secondaires, c'est d'abord la classe ». Et nous, on a produit pourtant beaucoup de productions théoriques d'une part, mais aussi des outils pour vérifier, en fait, les taux de discrimination qui étaient uniquement liés à la race supposée, enfin à la race entre guillemets, ou au genre. Et de fait, moi j'ai travaillé par exemple dans une association qui était la Maison des Potes et où je leur faisais des vidéos et on peut encore les retrouver sur internet. C'est des vidéos qui sont pas montées, ça s'appelle des testings. Pour ceux qui connaissent pas, c'est on appelle directement quelqu'un, c'était Samuel qui appelait une agence de logement pour demander un appartement, il lui était accordé, on raccroche, on demande à un militant qui a un accent de rappeler et la même agence, la même standard lui disait ah non en fait on n'en a pas et c'était la même chose, évidemment puisqu'elle même chose pour les non c'était il n'était pas encore retenu, c'est juste pour donner des rendez-vous pour aller visiter et ça c'est des testings qui ont été faits de masse. Je pense qu'aujourd'hui on ne peut plus les nier. La France est raciste alors? Militante, non, ce que je dis, je ne peux pas supporter ces formulations qui sont inexactes. Je pense qu'on est à un moment aujourd'hui où le racisme est assez fort. Et par rapport à la manière dont on le voit dans nos associations féministes, typiquement, il y a des distinctions qu'on voit entre le sexisme que subissent des femmes blanches et les femmes noires. Par exemple, les femmes noires vont dire que beaucoup plus jeunes, elles ont vécu le harcèlement de rue avec des hommes souvent très âgés qui vont les arrêter et avoir le cliché de la maturité sexuelle plus précoce des petites filles noires et qui vont donc aller leur dire tiens, est-ce que tu veux pas monter à l'hôtel avec moi, qui vont toucher leurs cheveux, qui vont avoir des mots spécifiques dans le harcèlement de rue, des mots animalisants, petite panthère noire, blablabla. Donc il y a du classisme dans le racisme et le sexisme, mais il y a aussi des manifestations purement racistes et sexistes. Mais évidemment, mais il y a des racistes en France. J'ai commencé par ça. Mais on ne peut pas dire, dans un pays dans lequel... Mais est-ce qu'il faut mesurer le sentiment de ce pays alors? Parce que c'est ce que dit le sondage. Est-ce qu'il faut mesurer le degré de racisme en disant bah, tiens, à 48%, il y a trop de tel ou il y a trop d'un tel? D'abord, Alain Marchal, la question telle qu'elle est posée dans le journal du dimanche est profondément malsaine. Oui. Je voulais le dire. Oui, je voulais le dire aussi. On ne demande pas. Si vous voulez pouvoir dire si le baromètre du racisme, il faut le mesurer. On veut mettre le feu, allons-y. Mettons le feu. Si les questions sont malsaines, les réponses le sont pas mal aussi. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est un moment de vérité. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'Arabes ou de musulmans ou de Noirs en France? Moi, j'aurais dit non. Questions qui se posent. Ce sont des questions qui se posent. Non, c'est pas possible. Vous auriez dit non. Là, c'est le révélateur. Vous auriez pu dire que c'est pas une question qui se pose si 90% des personnes avaient dit bien sûr que non. Un pays dans lequel la personnalité préférée s'appelle Zidane ou Omar Sy n'est pas foncièrement raciste. Et s'il y a des problèmes, il faut aller les chercher ailleurs. Il y a des problèmes sociaux et sociétaux dans notre pays. Et faire passer pour du racisme 30 ou 40 ans de lâcheté et de renoncement et de recul de la République, c'est irresponsable. Le sondage ne dit pas ce que vous trouvez qu'il y a trop de pauvres musulmans. J'aurais été d'accord avec vous si 90% des personnes avaient répondu mais non, bien sûr qu'il n'y a pas trop. Mais du moment qu'il y a ces réponses, il faut bien le prendre en compte. Justement, c'est ce qu'on essaye de dire, c'est que la question est tellement biaisée et orientée de manière malsaine qu'elle ne peut à l'évidence qu'appeler ce type de réponse, sauf à s'adresser à un panel de gens si elle était ostentatoirement malsaine, les gens auraient répondu. Mais non, mais parce que les gens y répondent à un sondage. En fait, je pense sur le moment, ils sont un peu pris de court, ils répondent un peu bêtement peut-être, et ils ne réalisent pas ce que la question a de foncièrement toxique. Mais si vous posez des questions racistes, faut s'attendre à avoir des réponses racistes en fait, parce que vous mettez la personne dans un cadre. Le témoignage de Rafik est parfait, c'est le mien aussi. Mon père était sicilien, il est venu aussi. Il n'y a pas de problème. C'est un racisme en effet sur des comportements. C'est pas des racistes. Les Français sont pas racistes, d'accord? Alors ce sondage est catastrophique. À un moment où on veut se mettre tous ensemble, on sort les sondages comme ça. C'est le meilleur moyen encore de séparer les gens. On va s'arrêter de marquer que tout ce qui va mal. On peut pas dire à un moment tout ce qui va bien quand on se voit tous ensemble. Non, on va toujours souligner ce qui va mal, la recherche de ce qui va mal pour donner du feu et se dire qu'on est de plus en plus raciste. Continuons comme ça à faire de ce sondage et on en sortira
Jamais. Et bien sûr, mais en plus de ça, nous avons tous une responsabilité dans une société française qui en ce moment se disloque sous nos yeux. Oui. Nous avons le devoir, non pas de mettre de l'huile sur le feu, de nous unir, mais de nous unir autour de ce qui nous rassemble. Oui. Et on pourrait s'unir quand les conditions seront rassemblées, par exemple. Je vous donne juste un exemple. Attendez, laissez parler. Vous avez le droit de ne pas avoir expérimenté forcément le racisme. Moi, par exemple, à un moment, j'étais juste allée à la poste envoyer un colis. Et la personne de la Poste me dit Madame, est-ce que je peux voir votre titre de séjour à la Poste? Oui, mais vous êtes tombé sur un crétin. Oui, mais ce sont des en 90 secondes, je ne peux pas vous citer autant d'exemples. Mais ma présence en France a été traversée par des manifestations de racisme. Alors, et ce qu'on me demande sur ce plateau quelque part, c'est de dire oui, mais pour l'union de la France et tout, n'en parlez pas. On ne pourra progresser sur la question du racisme, des discriminations qu'on a quantifiées par ces testings, par exemple, qu'en partant de cette réalité. Et on pourra progresser, mais si on continue à dire qu'il n'y a pas de problème et que les personnes qui ont répondu à ce sondage sont juste bêtes, c'est un sujet on n'avancera jamais. Mais c'est parce qu'on a dit, Fatima, on a dit qu'elles avaient été orientées, que la question est Vous auriez répondu quoi à ce sondage? Et qu'en les orientant... Moi, j'ai l'habitude des questions pièges, donc je me serais évidemment pas fait avoir et j'aurais renvoyé le questionneur dans ses buts. Mais quand vous êtes distrait, vous répondez par téléphone, vous faites peut-être autre chose en même temps. Alors, oui, si vous voulez, les gens ont mal répondu. C'est un sujet c'est un sujet qui est suffisamment grave pour qu'il exige de la finesse. La finesse, c'est de dire que oui, il y a des racistes. C'est de dire que oui, certains jeunes qui sont issus de la diversité vivent dans des situations qui sont extrêmement difficiles, extrêmement sensibles pour des raisons sociales, mais ne surtout pas être globalisant en disant la France est raciste, parce que ça, c'est de mettre l'huile sur le feu. Alors, fin de la discussion, voyons ce que vous avez pensé de la prise de position de Rafik Smati, chef d'entreprise. Fatima Benomar. Je pense qu'à un moment, quand on fait un sondage et quand on a les résultats, on ne peut pas en faire abstraction en donnant des explications un peu tirées par les cheveux, genre ils étaient occupés sur leur smartphone. Je pense qu'il faut partir de cette réalité et la prendre en compte. Ludovic Toro. Carton vert, c'est un sondage qui exerce. Je ne veux plus voir ce genre de sondage. Je veux des sondages qui me disent comment on fait pour vivre ensemble et bien vivre ensemble. J'en ai marre du négatif. Il nous faut du positif. Il nous faut de l'espoir. Et pas ce genre de sondage qui doit finir à la poubelle. Julie Graziani. Absolument, c'est vert pour moi également aussi. Ce sont des sondages malsains. On voit bien quel type de réponse ils cherchent à recueillir. Les questions intéressantes, ça serait qu'est-ce que vous attendez? C'est quoi le profil d'un bon locataire? Ou c'est quoi le profil d'un bon employé pour votre entreprise? Et là, on se rendrait compte sur le seul patronyme, c'est pas un bon locataire. Qu'il y a un capital culturel, en effet. Et Rafik a raison, c'est le capital culturel auquel il faut encourager les gens à accéder et les jeunes à accéder pour s'insérer dans la société. Pendant la discussion, rapidement, on a envoyé un petit sondage express comme ça sur Twitter. C'est pas selon, vous savez, le panel représentatif de la population française choquée par son sondage. C'est non à 61% sur Twitter, sur le compte du 120% News. On y va maintenant pour notre dernière discussion. Julie Graziani qui ne se remet pas de la cérémonie des Césars vendredi soir. Alors c'est vrai qu'elle a été très critiquée cette soirée, pas élégante, vulgaire, pauvre en prise de parole, meeting politique, avec en point d'orgue la nudité de la comédienne Corinne Maziero. Vous savez, c'est Captain Marlowe, c'est l'un des vrais succès de la télévision française, pour dénoncer le manque de soutien, notamment aux intermittents du spectacle. Stop, pitié, rendez-nous le cinéma. C'est ce que dit Julie Graziani. C'est parti, 90 secondes pour convaincre. C'est à vous, Julie. Alors, on est dans le cinéma, donc flashback. Il y a un an, la direction de l'Académie des Césars démissionnait entièrement après une campagne d'influence menée par des militants basée sur les mêmes accusations. C'était pas assez féminisé, c'était pas assez divers. Je sais pas ce qu'on entend par divers. Pour moi, quand il y a 4 personnes dans une pièce, déjà, ça commence à être divers. Et rendez-vous compte, il y a des membres de droit parce qu'ils ont apporté des choses au cinéma français par leur mérite ou par les œuvres qu'ils ont pu accomplir et que ça donnait de la permanence. Très bien. Fondu enchaîné, on est un an plus tard et voilà la nouvelle cérémonie des Césars concoctée par une équipe entièrement renouvelée, démocratique et paritaire. C'est le nouveau mot d'ordre pour être accepté. Est-ce que tu es renouvelé, démocratique et paritaire? Oui, oui, je le suis, c'est bon, tu peux rentrer. Mais on ne va pas s'interroger après sur ce que vous faites réellement. Donc ils nous ont concocté une petite cérémonie affligeante de bêtises et de vulgarité qui fait de nous la risée de la presse internationale. Et surtout, ils ont réussi ce que les totalitarismes n'étaient pas parvenus à faire. Les totalitarismes, ils avaient enrôlé
l'œuvre avec le message pour faire porter l'un par l'autre. Ça rendait quelque chose d'un peu kitsch, d'un peu ridicule. Les militants de la justice sociale, ils ont carrément évacué l'art. Ils ont laissé que le message, avec tout ce qu'il a de plombé, d'enlaidissant, de gore, de scatologique. Enfin, ça a été absolument abominable. Donc oui, rendez-nous l'œuvre avec ses ombres et ses lumières, avec ses ambiguïtés. Et surtout, rendez-nous la seule diversité qui vaille, celle des vices et des vertus. Fatima Benomar. Bon, pour moi, le cinéma, c'est un sujet qui est éminemment politique. Moins dans les festivals et les cérémonies, en général, effectivement, ce que vous appelez glamour, moi, je trouve que c'est plus des événements un peu institutionnalisés, mais qui ont toujours été l'objet de controverses et de mondes du vrai cinéma qui sont venus les bousculer. Déjà parce que le cinéma, c'est une économie qui est traversée par des inégalités. Et c'est pour ça, d'ailleurs, par exemple, que les femmes, il y a eu, je pense que 2 femmes qui ont eu le César de la réalisation, elles sont beaucoup cantonnées aux productions qui sont les moins budgétées, c'est-à-dire les documentaires. Le cinéma est traversé par des contenus et des codes. C'est pour ça que très souvent, on a vu dans le cinéma, notamment populaire, l'icône du meilleur ami gay, souvent un rôle comique, de la Black Angry Woman, la femme noire en colère, là aussi qui a un ressort comique. Et ce sont des personnes qui s'élèvent parce qu'elles en ont marre d'enchaîner des castings de rôles stéréotypés. Et puis c'est un lieu de pouvoir, évidemment, c'est celui de l'imaginaire, des positions sociales. On va peut-être parler aussi de ce qui se passe dans les tournages en termes de violence. Et aussi le pouvoir, quand on voit la cérémonie des Césars, on sait que c'est un milieu assez quand même endogame et élitiste qui le prend en charge. Et puis dans les Césars, parfois, c'est joué pendant la cérémonie des moments éminemment politiques. Et c'en était un vendredi soir avec déjà, il y a Corinne 15 ans, je pense, il y avait les intermittents qui avaient envahi. Quand Annie Girardot, ça n'a pas l'air si politique que ça, quand elle dit « Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais il m'a manqué cruellement, etc. » Et je me demande, même si vous ne pensiez pas que j'étais morte, pourquoi? C'est parce qu'il y a une réalité dans le cinéma qui est chiffrée, c'est que les femmes, avant 30 ans, elles ont des rôles. De 30 ans à 50 ans, elles n'ont pas de rôle. À 50 ans, on les reprend. Pourquoi? Avant, on a besoin de jeunes premières et après, on a besoin de la méchante belle-mère, etc. Alors que les hommes ont des rôles toute leur vie. Et elle était venue exprimer sa rage qu'on l'ait oubliée pendant tellement d'années. Quand Isabelle Adjani lit les versets sataniques, c'est un moment politique. En plus, elle dit une phrase très politique. La volonté, c'est de ne pas être d'accord, de ne pas se soumettre. D'accord, Fatima, on a... Donc je pense juste... Je vois votre énumération. Ça va être juste le mot de la fin et après, je vous laisse parler. Je pense que votre désaccord, ça, c'est le sujet qui ont été soulevés. C'est sur la question de la diversité. Parce qu'il y a toujours eu des moments de controverse et de polémique. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que pour vous est l'art? C'est-à-dire que est-ce que c'est un divertissement, ce que vous dites le glamour, ça doit faire rêver, etc. Ou alors c'est le cinéma, il doit dire quelque chose de son époque. Et moi, je pense que c'est la deuxième catégorie qui survit à l'histoire. Oui, on peut le dire de manière intelligente et belle et autre, ce qui visiblement n'était pas le cas vendredi soir. Moi, je vais vous répondre. L'art, c'est ce qui est beau, c'est ce qui touche, c'est ce qui nous émeut, c'est ce qui nous fait nous poser des questions. C'est certainement pas du matraquage de propagande idéologique. Le problème, c'est pas la diversité. Le problème, c'est qu'on n'est pas dupes. Ces militants-là instrumentalisent le thème de la diversité et de l'égalité à des fins que je ne m'explique pas. Et j'en viens même... En tout cas, je ne m'explique pas leur obsession et j'en viens même à me demander si au fond il n'y a pas une logique économique derrière, parce que la réalité c'est que le cinéma est un secteur extrêmement concurrentiel, que c'est très difficile d'avoir des rôles pour tous les apprentis acteurs et actrices, que c'est très difficile de faire des films et que dans ce secteur ultra concurrentiel, se comporter avec sa petite catégorie personnelle, se mettre dans un petit réseau de gens que vous considérez être de votre communauté et se faire la courte échelle pour s'entraider, et c'est des phénomènes qu'on voit aujourd'hui dans le cinéma avec des femmes. Ils sont obligés parce qu'à la base, il y a une discrimination. Non, est-ce que vous avez le hashtag Girls Support Girl? Enfin, vous imagineriez la même chose avec des hommes, men support men. Ils n'ont pas besoin, ils sont dans le cinéma dans tous les courants de leur âge. Quand on réfléchit... C'est ça qui est formidable. L'arnaque intellectuelle, ça consiste à dire en fait... Comme on est supposé discriminer, donc on réclame des passe droits, donc on réclame plus d'aide. On a fait des enquêtes sur le nombre de films, sur le nombre de répliques qu'ont les femmes et sur qui fait avancer l'intrigue. Ce sont des personnages masculins. À un moment, il faut s'organiser, en parler pour que ça change et que ça évolue. Alors, Rafik Smati, rapidement. Pardon. Je trouve ça puant ce qui s'est passé samedi dernier, mais vraiment. C'était un festival d'enfants gâtés qui étaient là en train de se lamenter de leur propre sort. Je voudrais quand même rappeler que nous, là, autour de la table, nous avons, en tant que contribuables, financé à plus de 1 milliard d'euros
le monde du cinéma ces derniers mois. Donc, et c'est pas le secteur le plus à plaindre. Allons en parler à nos restaurateurs, à nos barman et à nos patrons de discothèques qui, eux, aujourd'hui, ont un genou à terre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un manque total de générosité et d'empathie. Pourquoi ? Parce que dans une période qui est extrêmement tendue, où les gens sont angoissés, au bord de la dépression, l'acte de générosité aurait été pour ces artistes d'offrir au public une parenthèse de bonne humeur, une parenthèse de joie, une véritable évasion. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils nous ont ramenés à notre réalité, au problème, de manière complètement caricaturale. C'est le rôle de l'art et et donc, du cinéma non, aussi. le rôle du cinéma, c'est quoi ? C'est de produire de bons films où vous pouvez, le cas échéant, faire passer des messages. C'est pas se produire tête des pitres sur une scène, payée par nos impôts, et discréditer une institution qui est l'institution des Césars. Ludovic Toro. Ah, je suis sûrement le plus vieux sur ce plateau, d'accord ? Et moi, j'ai toujours vécu dans ces Césars, dans l'Eurovision. Je regardais ça parce que c'était un moment de joie. C'est un moment de partage, voir si c'est son film qu'on avait vu, celui qui allait être nommé. Donc c'était de la joie. J'ai pas ressenti cette joie. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'est exprimé et plusieurs qui sont du Splendide, d'accord ? Ils sont pour moi des références au point de vue des acteurs. Qu'on dit, on aurait su, Thierry Lhermitte, on serait pas venu, d'accord ? Parce qu'ils n'ont pas reconnu eux-mêmes. Pourtant, c'est du cinéma qui nous a fait rire, qui a porté de la joie, et on en a besoin aujourd'hui cette joie. Et ces acteurs de la joie ont dit, on aurait su, on serait pas venu. Ils sont pas reconnus dans ce qui s'est passé. C'était brutal. Nous sommes en pleine pandémie. On a besoin de rêver, on a besoin d'espérer, on a besoin de voir des films. C'est pas ce qu'on a vu et c'est pas ce que j'aurais souhaité voir. Non, et puis c'était tellement vulgaire. Enfin, bah oui, Fatima, excusez-moi. Mais non, mais c'est toujours comme ça. Dès qu'une femme est nue, elle est vulgaire. Non. Je suis désolée, dans d'autres cérémonies, les hommes adorent se mettre à poil. Sébastien Thierry s'était mis à poil au Molière. C'est toujours ça génial. Typiquement, c'est l'injonction paradoxale préférée des féministes. Alors, quand on utilise le corps d'une femme pour vendre un yaourt, c'est choquant. Et quand la même femme se met nue sur scène, mais là, bon, vous êtes choqués. Vous avez parfaitement montré la distinction. Quand on utilise un corps de femme pour vendre quelque chose, ça peut être choquant. Quand elle-même utilise son corps pour faire passer un message, elle dispose de son corps pour le faire passer. Et être sujette ou être actrice de la même chose, ce n'est pas la même chose. C'est la militante féministe qui décide quand c'est choquant et quand c'est pas choquant. J'exprime ici très humblement mon avis. Mais les femmes qui ne sont pas militantes féministes, elles n'ont pas le droit. Attendez, la discussion est finie. On va voir ce que vous avez pensé de la prise de position de Julie Graziani. Rafik Smati. Évidemment que je suis d'accord avec Julie. Une cérémonie où un intervenant se permet de citer Hitler, excusez-moi, mais parmi toutes les bourdes et toutes les outrances de cette cérémonie, non, c'est pas possible. Pas convaincu. Fatima Benomar. Non, je ne suis pas convaincue et c'est marrant parce qu'à chaque fois on fait diversion sur la bonne humeur, c'est-à-dire que tout à l'heure on parlait des discriminations, on disait mais parlez plutôt des choses positives. Non, un mec noir qui vient d'être recalé d'une boîte de nuit, il a envie de pousser un coup de gueule, il n'a pas envie de venir de vous donner de la bonne humeur. Même chose quand un acteur a passé 20 castings, qu'on lui a demandé est-ce que tu veux jouer le mec de banlieue et qu'il dit non, moi j'aimerais bien jouer Cyrano et qu'on lui dit bah non, dégagez, et il n'a plus envie d'exprimer sa bonne humeur. Et ce sont ce genre de théâtre qui peuvent aussi exprimer ce genre de problème. Ludovic Toro. Et continuer comme ça, il n'y aura plus personne au César qui regardera une autre chaîne. Ça, c'est clair. On a besoin ça n'a pas fait une bonne audience déjà. Merci, messieurs, dames.